Bienvenue à cette édition de mon Ciné Balado. Mon nom est Patrick Marleau, en compagnie de Breton Jean-François Breton. Et cette semaine, nous vous parlons de Bond, de James Bond. Évidemment, No Time to Die, le 25e film de la franchise et surtout le 5e et dernier de Daniel Craig dans le rôle-titre. Et également 2 films à saveur autochtone en ce temps de réconciliation. On vous parle de Bootleggers, un film québécois, et Night Raiders, un film canadien-anglais. Patrick, est-ce qu'on commence par quelques actualités avant tout ça? Ouais, c'est un peu tranquille cette semaine, mais écoute, c'est Ridley Scott en fait, qui... on parle de Ridley Scott toute la semaine. Ouais, c'est pas mal sa semaine à lui, donc qui a annoncé un nouveau projet parce que, écoute, malgré son âge vénérable, Ridley arrête pas et sur 150 millions de projets, tourne un film pratiquement aux 2 ans. Alors, qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Il a annoncé un suspense dramatique, criminel, un drame criminel sur le fameux Boston Strangler qui était dans les années 60 aux alentours de Boston, qui avait tué, je pense que c'était juste des femmes, toutes ces victimes. Ouais. Et là, au projet, déjà attaché Keira Knightley, pour incarner, c'est ça, la première genre de journaliste là, qui a réussi à trouver beaucoup d'indices pour retrouver la piste du Boston Strangler. Et cela aussi, malgré beaucoup de misogynie, de difficultés dans son milieu de travail, puisque c'était une femme parmi les hommes. Effectivement, moi, évidemment, je n'ai pas connu ça, mais je sais qu'il y avait un film, je pense à la fin des années 70, début 80, qui était quand même assez intéressant sur le sujet, là, qui était un des premiers tueurs en série médiatisés vraiment aux États-Unis, qui a fasciné l'Amérique par ses crimes. Et puis, donc là, à ce moment-là, Ridley Scott agit comme producteur, mais comme réalisateur, il a déjà annoncé son prochain projet, mais bon, ça fait quelques années que ça circule déjà qu'il y aurait une suite à son fameux Gladiateur. Ouais, un Gladiateur 2. Fait qu'aussi invraisemblable que ça puisse paraître. Ouais, la question, est-ce vraiment nécessaire? Ben, ça pourrait faire tout le débat d'un épisode. C'est pas parce que ça a gagné plein d'Oscars que le suivant le sera. Cela dit, ben justement, ça sera pas avec Maximus parce qu'il est mort. Ouais. Spoiler. Non, ça va être avec autour du fils, c'est-tu Lucius, c'est ça, le neveu du Commodore, qui était comme le fils de l'autre femme, un feu, mais qui n'était pas son fils à lui, puisqu'il est décédé au début du film, etc. Fait que j'imagine qu'il aura grandi, puis inspiré par Maximus, peut-être qu'il devient gladiateur, ou qu'il veut défendre les autres. En tout cas, le scénario est en ébauche, mais là, tous ces beaux projets-là pour... le bon Ridley Scott, ben là, il y a déjà 2 films de lui qui sortent cet automne à titre de réalisateur. Déjà un la semaine prochaine. Le dernier duel avec Matt Damon et Ben Affleck. Donc, exactement. Et Adam Driver. Il va y avoir la saga Gucci plus Mafieux en novembre. Pour le Boston Strangler, le tournage va commencer en décembre. Fait qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit... à l'écran peut-être l'an prochain, mais il y a aussi un film sur Napoléon Bonaparte avec Joaquin Phoenix. Ça, c'était déjà annoncé. Puis, fait que quand ça va être fini, là, ils vont commencer Gladiator 2. Fait que là, Gladiator, c'est dans 2024 peut-être, là, pas avant. Ça serait bien étonnant. Et ça, c'est si ça se fait. Parce que, honnêtement, moi, Gladiator, je le mets dans la liste des films surévalués. Ouais, j'avoue que c'est un autre débat, ça. Mais Gladiator 2, assurément, j'espère qu'ils vont y trouver un autre titre, là, parce que si c'est juste ça, c'est quétaine, là. Mais ouais, il a déjà 83 ans, là, Ridley, fait que il va continuer jusqu'à la fin, comme Clint Eastwood qu'on en parlait il y a quelques semaines. Tout à fait. Sinon, nouvelle bande-annonce qui a vraiment piqué ma curiosité. Ouais, en parlant de un peu vieilles affaires mis au goût du jour. C'est Cyrano qui met en vedette Peter Dinklage. Alors ça, c'est le comédien, l'excellent comédien qui jouait Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, qui a vraiment marqué l'imaginaire par ce rôle-là, qui interprète Cyrano. Ouais. Mais on est dans une comédie musicale. Ouais, ben genre drame musical un peu, là. Je sais pas à quel point... mais on parlait que c'est chanté. Il y a des chansons dans cette version-là. Et écoute, moi, ça a vraiment piqué ma curiosité. Je suis allé lire un petit peu plus sur le sujet et j'ai vu vraiment que c'était basé sur une vraie pièce, une vraie comédie musicale qui date de 2018, qui a été lancée il y a juste quelques années.
dont Peter Dinklage jouait. OK, Donc, sur les planches. Vu que elle, j'oublie son nom, là, mais qu'elle était dans la comédie musicale. Je savais pas que Bayonet, Dinklage... je pense, la comédie. Ouais. OK. Donc là, est-ce qu'à ce moment-là, comme on peut penser que le fameux long-nez de Cyrano est remplacé par le nanisme de Peter Dinklage? Je crois que oui. Je pense que c'est ça l'angle choisi pour réinterpréter, ou en tout cas de remettre à jour une version comme ça. Chose aussi intéressante, c'est que c'est la conjointe de Peter Dinklage, Erica Schmidt, qui avait créé cette comédie musicale-là. OK. Et qui a également écrit le scénario. Et la musique provient d'un band que je connais pas, de National. Ouais, moi je connais ça. Okay. Ouais, c'est pas toute le band, là, mais c'est les deux jumeaux qui sont dans le band qui font ça. Là. Fait que d'habitude, c'est un indie rock américain. Un peu planant, mais là, ça sera pas ça. Là. C'est pour le film. Là. Quoique ça a l'air quand même un peu... La chanson qu'on entend dans l'extrait assez langoureuse, là, mais de type comédie musicale et tout. Là. Tout à fait. Je pense que la forme est assez classique. Mais en tout cas, moi, je suis curieux de voir ça. Honnêtement, on parle déjà peut-être de quelques nominations aux Oscars, mais à cette période-ci, dès qu'il y a un film de ce trempe-là qui sort, immédiatement... En fait, c'est comme la semaine dernière, on se jasait avec Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. C'est encore là, on sort un dit bientôt à l'affiche. Les informations que j'ai, c'est que ça serait décembre en sortie limitée, juste pour se qualifier pour les Oscars. Là. C'est vraiment la période pour ce genre de film. Fait que peut-être sur nos écrans, plus début janvier, j'imagine, là, début 2022. Donc, à surveiller, mais assurément, ça risque de faire jaser. On a sauté vite, mais c'est réalisé par Joe Wright, lui qui avait fait beaucoup de films d'époque. Orgueil et préjugés, Expiation, puis aussi Les Heures sombres de Darkest Hour, quelques années, qui avait valu entre autres l'Oscar du meilleur comédien à Gary Oldman. Et voilà, merci. Son rôle de Churchill. Donc, non, fait qu'il y a un réalisateur de qualité. Écoute-moi, honnêtement, parce que j'ai vu la bande-annonce, ça me donne le goût d'aller le voir. J'ai hâte de voir ça. Mais avec, peut-être le saviez-vous, West Side Story de Spielberg qui sort début décembre. Si on a lui qui sort peut-être plus début 2022, ça va faire un temps des fêtes musicales. En fait, l'année 2021, c'est drôle parce qu'on est vraiment... Il y a tellement eu de comédies musicales cette année avec Shara Evan Hansen, In the Heights, et tous ont floppé au box-office. Donc, est-ce que c'est un indicatif pour les autres qui s'en viennent? Mais ça reste un genre que je pense qui est quand même audacieux parce que ça coûte cher pour la production. Le nombre d'interprètes, de danse, de chorégraphie, de répétition. Il y a bien des films qui n'ont pas tant de répétitions, à part, mettons, les cascades, ou que ça coûte pas grand-chose répéter parce que c'est dans un local, on dit nos lignes, puis c'est ça. Mais là, tu as besoin de l'espace et tout. Puis, malheureusement, à part quelques exceptions, ça fait pas 800 millions au box-office général. Puis c'est des films qui rapidement vont coûter 50, 60, 70 millions. Je pense que c'est un public des belles œuvres. Assez restreint. Puis c'est plus l'exception, là, comme Mamma Mia. Mais là, on parle de la musique de ABBA qui est connue mondialement, qui a un côté nostalgique. Fait que, on est comme dans un autre registre, mais des adaptations pures de pièces de Broadway moins connues. Le risque est quand même là. Quoi qu'une moins connue peut être peut-être un meilleur succès que Cats, par exemple. Oui, tout à fait. C'est pas parce que c'est connu que ça fait un bon film. Et d'ailleurs, je pense que c'est comme Universal qui est derrière la plupart de ces adaptations-là. Fait que pour moi, la personne en place, le chef du studio, aime bien ce créneau-là. C'est ça leur en prend un par année, ça se peut. Ou des fois, c'est comme ça, c'est que tu travailles sur plusieurs films différents, puis tout sort la même année parce que tout est prêt, puis le timing est là. Donc, à l'affiche cette semaine, quand même des choix très, très variés pour différents publics. Donc, on va commencer peut-être avec Bootleggers, un film québécois qui porte sur une communauté autochtone du nord du Québec. Exact. La communauté n'est pas identifiée comme telle. Là. Je pense que c'est le principe, c'est de pouvoir se l'imager plutôt que de viser des gens en particulier. Alors, on a Mani, une étudiante à la maîtrise, qui revient justement dans sa réserve où elle a grandi, mais qu'elle avait quitté depuis plusieurs années. Puis, à ce moment-là, on sent que son passé revient, là, qu'il s'est produit un drame et au long du film, on va en apprendre davantage sur c'était quoi ce problème. Cela dit, au moment où elle arrive, il y a beaucoup de problèmes comme d'alcool et de contrebande d'alcool dans le village. Fait qu'elle décide de s'investir là-dedans, puis d'inciter les gens à faire
vote, dans le fond, un référendum, à savoir si on devrait, oui ou non, légaliser l'alcool dans la réserve. Fait que là, elle se retrouve entre, c'est ça, là, les aïeuls qui sont plus non, il faut pas, mais en même temps, on le sait qu'il y a un commerce clandestin, mais est-ce qu'on laisse ça aller? C'est-tu mieux de savoir qu'il y a du clandestin, mais que c'est pas tout le monde qui en prend, que de donner l'accès à tout le monde? Fait que, très intéressant comme propos. Puis ça rappelle aussi c'est le droit à l'autodétermination des Premières Nations, finalement, là, d'arrêter d'être contrôlé par le bon Canada. Ouais, ce que j'ai trouvé intéressant du film, c'est un sujet que je connaissais pas. En fait, une problématique ou un enjeu parmi ces communautés-là que je savais pas qu'il existait. En fait, je savais pas qu'il y avait certaines communautés que l'alcool était complètement interdite. Parce que vraiment, la réalisatrice scénariste s'est inspirée là, de vrais incidents dans différentes communautés. D'ailleurs, la réalisatrice Caroline Monet, qui vient de l'Outaouais, donc... et c'est vraiment son premier film. Elle a fait, surtout connue pour des courts-métrages. Elle avait fait un film expérimental, là, plus art et essai, il y a quelques années. Donc, c'est vraiment sa première œuvre de fiction. Et ce qui m'a sorti du lot, c'est vraiment les comédiens. J'ai vraiment trouvé tous excellents. Il y a Pascal Bussière, là, qui est la tête d'affiche la plus connue comme actrice. Mais moi, c'est la jeune Devery Jacobs, que je ne connaissais pas. Là. J'ai vu qu'elle était quand même assez populaire au Canada anglais, mais je trouve vraiment qu'elle crève l'écran. Elle a vraiment un charisme. Elle est très, très photogénique. Et ouais, moi, j'ai vraiment trippé sur elle, comme on dit. Ouais, oui, puis justement, les personnages de Devery Jacobs et Pascal Bussière sont très intéressants parce que tu en as une qui est native, mais qui a quitté, puis qui revient, puis qui se sent un peu éloigné, mais qui voudrait reconnecter. Ouais. Et un autre qui est comme une blanche, qui vient d'ailleurs, mais qui maintenant, depuis quelques années, s'est installé là, qui run le magasin général, des choses comme ça. Fait que il y a vraiment une dualité entre ces deux personnages-là, entre ces deux femmes-là, dans le récit de Bootlegger. Ouais, c'est bien tourné. C'est vraiment un film très petit budget, on s'entend, mais quand même assez bien rythmé, assez court, moins de 90 minutes, donc ça passe assez vite. Donc, alors, pour ceux qui s'intéressent à voir peut-être un pan de notre histoire, de notre communauté qu'on connaît un peu moins, je pense que c'est un film qui vaut la peine. Ouais, comme tu as dit aussi en introduction, on soulignait cette semaine la journée des... réparation, réconciliation. Ouais, de réconciliation, pardon, c'est ça. Fait que je pense pas pour rien que ce film-ci, puis le suivant qu'on va parler après, traite des situations face aux Premières Nations, que ce soit au Québec ou au Canada, en fait, en général. D'ailleurs, Caroline Monet, elle disait en entrevue que, elle voulait que son premier film traite de ce genre de problème ou d'un problème lié avec, entre les Premières Nations puis le reste du pays. Parce qu'elle sentait que c'est comme une responsabilité avec son travail de réalisatrice, de créatrice et d'artiste, dans le fond. Fait que c'est ça. Elle dit à travers sa pratique, elle espère créer des ponts, sensibiliser à des réalités qui la touchent personnellement. Oui, puis ce qui est intéressant, le film est tourné en plusieurs langues. Donc, les personnages se parlent en français, en anglais et algonquin. Donc, anglais, c'est surtout au début quand on sent qu'elle est comme à Montréal ou à Toronto pour sa maîtrise. Après ça, il n'a pas... Quand elle arrive quand même dans la réserve, je suis avec son grand-père. Elle parle vraiment en anglais parce que lui ne parle pas français dans le film. Donc, ça, je trouvais ça aussi il y a comme le traitement multilingue. Ouais. J'ai aussi... c'est ça, des amis qui sont allophones, qui parlent de plusieurs langues. Puis, des fois, elle va parler en français, va se faire répondre en algonquin, je pense, ou l'inverse, ou c'est comme... On comprend toutes les langues, donc on mélange toutes les langues. Ouais, c'est ça. Donc, Bootleggers, un film de Caroline Monet, avec Pascal Bussière, Devery Jacobs, donc un film intéressant à voir. Dans un tout autre registre, mais sur la même thématique un peu, il y a Night Raiders, des voleurs de nuit, de Denis Goulet, qui est une crimétiste de Saskatchewan, qui elle aussi était connue beaucoup pour ses courts-métrages, qui ont voyagé un peu partout dans le monde. Et là,
je ne sais pas comment ça s'est fait, mais a réussi à avoir l'approbation, la participation du Taika Waititi, un fameux réalisateur-producteur néo-zélandais qui a une filmographie assez particulière, surtout connu pour avoir réalisé le 3e Thor dans les films de Marvel, fera le prochain également, et surtout Jojo Rabbit aussi. Il est passé du film indépendant aux grosses productions hollywoodiennes. Oui, tout à fait, mais aussi en alternant, faisant aussi des... C'est ça. Fait que c'est un des producteurs exécutifs, là. C'est pas le seul producteur, évidemment. C'est une coproduction Canada-Nouvelle-Zélande, il faut le souligner. Donc, veux-tu nous en dire un petit mot sur l'histoire, de quoi ça parle? Oui, c'est ça. Les voleurs de la nuit, on est dans un futur quand même proche, 2043. Futur dystopique, dans une Amérique du Nord où la guerre civile a comme ravagé toute un peu civilisation et forme de structure. Fait qu'il y a on suit ici une autochtone qui tente de sauver sa fille internée dans un pensionnat qui est géré par l'État. Alors c'est quand même peu subtil comme comparaison avec la réalité. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire ou que c'est mauvais, c'est juste que c'est clairement direct ce qui s'est passé il y a une centaine d'années ici, mais mis dans un film de science-fiction à petit budget. Et ça se sent, ça se voit, et moi je trouve que c'est ça un peu le danger, parce que ça s'est déjà fait, ça se fait encore. On pense à The Blair Witch Project ou District 7, je pense, ou 9, avec de Bloom... Neil Blomkamp. Ouais, c'est ça. District 9. Donc, quand on fait des films de genre à petit budget, il y a moyen de se réinventer, mais le danger, c'est parfois de faire un film qui lève un peu moins, et sans dire que c'est mauvais, mais je trouve que c'est un peu le cas. Je trouve que ça se démarque pas. C'est pas un film nécessairement qui c'est dur toujours de renouveler le genre, on s'entend, mais d'amener quelque chose de nouveau, autre que c'est un point de vue autochtone sur cette variation-là là, du monde post-apocalyptique, puis bon, essayer de survivre là-dedans, puis le contrôle de l'État, qui est un sujet qu'on a amplement vu très souvent. Ouais, ne serait-ce que Hunger Games ou... Hunger Games, il y avait The Postman avec Kevin Costner, il y a une autre époque, Waterworld aussi, donc tout ça, donc ce genre-là existe. Et c'est ça, je trouve que le rythme, c'est un film qui est assez lent. Donc, il faut vraiment être dans le mood pour le voir. Là, attendez, vous pouvez avoir un film qui va brasser. En fait, c'est pas un film grand public, là, on s'entendra. C'est vraiment un film typiquement canadien, très contemplatif. Très bien joué, ceci dit. Absolument. Moi, j'ai bien aimé l'actrice principale, là, alors, je pense que c'est Elle Maija Tailfeathers. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Mais qui joue la mère donc, de cette fille-là qui tente de sauver sa fille là, des pensionnats. La jeune fille, Brooklyn Letexi Hart, est correcte aussi. On retrouve aussi Amanda Plummer, là, qui est, j'imagine, ça prend toujours au niveau des instances financières, avoir un visage un peu connu du grand public. Donc, elle joue le rôle d'être de service, mais qui est correct aussi. Mais c'est ça. Je pense que, surtout, moi, sachant que Taika Waititi était quand même impliqué, bon, c'est sûr que c'est un producteur exécutif, mais je m'attendais peut-être qu'il amène un peu de folie, un peu d'originalité dans le propos, dans le traitement. Un peu de couleur, si on veut. Ouais, parce c'est que ça. le film qui se déroule en automne, qui est très d'actualité pour plusieurs registres, est assez brun-gris terne, mais ça colle avec l'univers post-apo que Danny Goulet a réussi à créer. Fait que là-dessus, c'est réussi. Je trouve que visuellement, je sais pas c'est quoi le budget du film. Ben, des fois, je voyais, ils ont construit comme des maisons complètement délabrées où tu sens que quand elle est sur un balcon, tu vois la ville au loin qui est comme en image de synthèse, mais c'était vraiment bien fait. Il y a des films où tu vois tout de suite que la petite partie CGI qui a été créée ou de quoi, pour ça, ça va. Ils se battent beaucoup contre des drones aussi, puis je trouve que le rendu visuel est bon. Ils ont fait quelque chose qui était à la hauteur du budget qu'il y avait, plutôt que de voir trop grand, mais que ça soit mal fait, mettons. Non, c'est un très bon point, effectivement. La direction artistique est quand même bien menée, même si c'est un film très intimiste, là, évidemment. On se promène pas énormément. Mais c'est ça. Je pense qu'il manque un petit quelque chose, vraiment, pour faire quelque chose d'un peu plus enlevant. Puis, tu parlais de l'aspect allégorique qui manque vraiment de subtilité à plein d'égards, là, à plein de situations dans l'histoire. Moi, ça m'a un peu acheté. Je sais que je suis pas le public cible, c'est correct.
pense ça se donne beaucoup pour la communauté autochtone, pour leur donner un film à eux, puis leur donner une espèce de mythe ou de symbole dans ce film-là. C'est correct, j'ai aucun problème avec ça, mais pour quelqu'un qui fait peut-être pas partie de cette communauté-là, je trouve que il aurait pu aller un peu plus dans la subtilité, je pense. Ben, propos. Ouais, je comprends ton point. Moi, ça me dérange moins. Ce qui m'a agacé, c'est qu'on le sait rapidement. Tu sais, alors que si au plus loin dans le récit, on avait réalisé OK, c'est comme ce qu'on a fait ici, mais là, c'est comme dans quelques minutes, on est au courant. Fait que OK, bon, ben, ça va être ça tout le long du film. Et il y a vraiment une finale un peu champ gauche qui vient complètement... Ben, c'est très science-fiction, là, moi, je trouve. Là. Qui arrive vraiment gratuitement. Donc, fait que ça, c'est une question de plus de goût. Est-ce qu'on embarque ou on n'embarque pas dans cette proposition-là, dans ce revirement-là? Moi, j'avoue que non. Je trouve que ça arriverait vraiment de nulle part. On reste vraiment... On essaie d'avoir une approche quand même très commerciale dans le scénario, là, parce qu'on est vraiment dans les situations, dans les revirements. T'sais, on essaie de donner une saveur un peu hollywoodienne quand même au film. Je trouvais avec cette fin-là qui est supposée d'être comme un gros punch puis qu'on est supposé faire un peu grandiose. Wow, ouais, c'est ça, tu sais. Mais je trouve que ça tombe un petit peu à plat vu que c'est complètement champ gauche. T'es-tu d'accord avec moi? Ouais, elle m'a aussi surpris. Fait que... allez voir Les Voleurs de la Nuit pour voir de quoi on parle. Ouais, voir parce de quoi on parle. Parce qu'on ne vous donnera pas le punch, évidemment. Si ça vous surprend, si vous trouvez ça à propos. Alors, ça prend l'affiche dès aujourd'hui. Et on s'est gardé peut-être, après 2 entrées, là, on attaque le plat principal. Le meilleur pour la fin, No Time to Die, comme je le mentionnais tout à l'heure, donc 25e film des James Bond, surtout dernier de Daniel Craig, évidemment qui a su revigorer la franchise lorsqu'il a pris le rôle en 2006 avec Casino Royale, qui était vraiment, si pas le meilleur des James Bond, en tout cas assurément dans un top 3. Qui était vraiment un film de qualité. Je me rappelle, par contre, à l'époque, le choix de casting de Daniel Craig faisait pas consensus. Effectivement. Je pense que ça fera jamais l'unanimité, peu importe la personne, mais on était comme, il est top shape, puis il est blond, puis c'est pas exactement ce qu'on connaissait. Blond yeux bleus a fait... Pas de shag. Blond yeux bleus a fait beaucoup jaser, parce que c'était le premier vraiment qui s'éloignait du physique traditionnel bondien. Je m'en rappelle, oui, puis on était dans les débuts vraiment des réseaux sociaux, donc on était déjà un peu dans un climat un peu toxique à ce moment-là. Et je dois avouer que je faisais partie des sceptiques. Je détestais pas, là, j'étais pas un haters, mais j'étais très sceptique. Je m'étais dit, pour moi, il va se casser la gueule, il va en faire 2, puis on va passer à autre chose. Et je dois confesser que je m'étais complètement trompé, parce qu'il vraiment... Les sceptiques ont été confondus. Ah, vraiment, oui. Il a fait un très bon James Bond, mais surtout, ils ont réussi à faire de très bons films aussi. Donc, il y a tout ça. Et bien que le dernier Spectre, moi, j'étais quand même un peu déçu. Je trouve que c'est peut-être le moins bon des 5 Craig, là. Donc, lui qui précédait No Time to Die, qui prend l'affiche aujourd'hui. Donc, je suis content qu'il est revenu pour un dernier, parce qu'au moins, ça son peut contrat terminer... finissait... À l'origine, c'est un contrat de 4 films. On pensait que Spectre serait le dernier. Puis là, il a re-signé un contrat de 1. Sauf que là, tout le monde se dit, s'il a signé un contrat pour un film, il va re-signer un... Mais là, il a vraiment dit, non, c'est fini. Ouais. Puis aussi, au niveau de la production, là, la famille, les Broccoli, on dit, là, on n'annonce pas tout de suite qui serait le nouveau, on n'est pas là-dedans, là, on sort le film là, on va le vivre, puis plus tard, on parlera de la suite. D'ailleurs, en parlant de vivre ce film-là, il était très attendu aussi parce que c'était il était dans les premiers à avoir été reporté au printemps avec 2020. La pandémie, là, la semaine dernière, je pense que c'était le premier, mais j'ai repensé, puis c'était Quiet Place 2 qui était vraiment le premier qui avait bougé. Cela dit, puis il devait ressortir, je pense, l'automne dernier, puis là, il y a eu plus de vagues et blablabla. Fait que finalement, il est là. Ça se peut aussi que vous ayez entendu parler, je pense, dans d'autres pays, il a déjà pris l'affiche, là, peut-être la semaine dernière, quoi que ce soit, là, un peu comme Dune, qu'on parlera prochainement, là, qui sort pas partout à la même date, là. Donc, on retrouve dans No Time to Die un James Bond vieillissant. Donc, ça explique aussi pourquoi que Craig ne revient pas. Parce qu'il y a quand même début cinquantaine. Là, donc,
sais, je pense que pour éviter le débâcle Moore d'avoir un James Bond de 65 ans, c'est un peu à éviter. Alors, c'est un Craig qui ne fait plus partie d'MI6, alors il a pris sa retraite. Et puis, c'est Felix Leiter, évidemment, un personnage récurrent joué par Jeffrey Wright, qui vient le voir donc pour lui demander de l'aider à traquer un scientifique britannique qui a été kidnappé, qui a été enlevé, qui travaille sur une espèce de nanotechnologie. Et puis, évidemment, donc, Craig, suite à divers événements, sans trop divulguer des trucs, donc va participer, finalement, va aider Leiter et le CIA, et va croiser, évidemment, un autre agent secret britannique, un nouveau 007. Ça, je pense pas que c'est un gros spoiler, qui est joué par une femme cette fois-ci. Donc, ça aussi, c'est toujours pas une controverse, mais quelque chose qui revient souvent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va oser je me souviens que faire jouer James Bond par une femme? Ben, c'est ça, quand le film était en développement, on avait annoncé le casting de Lashana Lynch. Puis, tout le monde pensait que c'était comme, ça y est, James Bond, le Britannique blanc est remplacé par une femme noire au scandale. Mais c'est pas ça nécessairement. Non. C'est plus que vu qu'il est à retraite, son titre est remplacé. Ben là, c'est pas nécessairement la franchise. Mais encore là, je dis pas que c'est un problème. Là. C'est juste que c'était... Est-ce que c'était de la fausse information ou pas? C'était une vraie information qu'on entendait à l'époque, mais c'était par rapport à ce récit-là, pas nécessairement par rapport au film suivant. Là, faut écouter le film pour savoir ce que pourrait être la suite. Alors donc, sans aller trop dans les détails, No Time to Die, heureusement, revient, je pense, à la formule qui a bien fonctionné sur les 3 premiers. Je pense que le problème de Spectre, et on se sentait déjà un peu avec Skyfall, qui était réalisé quand même par un très bon réalisateur, là, un cinéaste, Sam Mendes quand même, qui avait fait American Beauty, qui avait fait 1917, mais je trouve injectait un peu trop de sérieux. Je pense qu'il se prenait un peu trop au sérieux. Vous avez le personnage, puis il y avait une fâcheuse tendance, moi je trouvais, à étirer un peu trop les scènes, donc il y avait certaines scènes qui c'était un peu trop long. Même si le film No Time to Die est très très long, 2h45, c'est le plus long. La franchise. Mais on revient à beaucoup de scènes d'action, ce qui était manquant dans Spectre aussi, parce que j'ai tous réécouté dernièrement. Alors c'est très frais à ma mémoire. Mais d'ailleurs, excuse, tu parlais de Sam Mendes qui mettait peut-être plus de lenteur et autres, mais est-ce que je me trompe ou parce que ce film-là vient finir l'arc de Daniel Craig, contrairement à ce qui est peut-être un des plus chanceux, parce que la plupart des autres, c'est qu'ils ont fait plein de films pas nécessairement liés ensemble, puis à un moment donné, on dit « t'es trop vieux » ou « le film a floppé », on change d'acteur, puis on continue. Tandis que là, il y a vraiment, c'est ça, là, un arc narratif sur 5 films. Ouais. Et Daniel Craig, outre que pour sa belle gueule, est reconnu aussi dans le personnage de James Bond pour avoir incarné celui qui a le plus de sentiments puis de profondeur à l'intérieur de lui, parce que les autres, on traitait beaucoup comme t'es un espion, t'as des chars, des femmes, tu sauves le monde, c'est cool. Lui dit certes, mais ça vient qu'à un certain prix. T'es blessé, tu vieillis, t'es seul, t'as pas d'attachement, les gens que t'aimes meurent. Non, c'est un bon point. Enfin, on se sentait déjà avec des Pierce Brosnan vers un James Bond un peu plus vulnérable ou qui remettait en question certaines choses, touché un peu par sa profession. Mais là, on l'avait vraiment poussé plus loin avec les Daniel Craig. Vu qu'on repartait la franchise à ce moment-là aussi, c'était une espèce de reboot avec Casino Royale. Donc, ça nous permettait d'explorer un Bond relativement un peu plus jeune qui débute en fait, qui acquiert sa licence à Matricule 007, donc ses premiers meurtres et tout ça. Permis de tuer. Ouais, donc et là on a toute une évolution sur 15 ans finalement avec ces 5 films-là. Surtout aussi de voir comment la mort de son premier amour, Vesper Lynd dans Casino Royale, va l'affecter, toucher toutes ses relations suivantes et qui explique pourquoi il y a un problème d'attachement avec les femmes, mais qui retrouve une certaine rédemption en fait avec le personnage de Léa Seydoux qu'on a retrouvé dans Spectre et qui revient dans No Time to Die. Il faut dire qu'il y a beaucoup de visages connus qui reviennent dans ce film-là. Donc Léa Seydoux qui joue Madeleine Swan, l'amoureuse de James Bond. Évidemment Jeffrey Wright qui joue Felix Leiter, l'agent de CIA. Ralph Fiennes qui était le nouveau M suite au décès de Judi Dench dans Skyfall. Ben Whishaw pour Q, Naomi Harris pour Moneypenny. Fait que ça, c'est les classiques. Puis un peu de... quelques nouveaux visages. Quand même, Rami Malek qui joue le méchant. Le vilain. Le principal méchant. Donc, évidemment,
qui avait gagné un Oscar pour son interprétation de Freddie Mercury dans Bohemian Rhapsody. On t'a parlé de Lashana Lynch, qui est connue surtout pour son Monica Rambeau dans le film Marvel Captain Marvel. Ouais. Et moi, une comédienne que j'aime bien, Ana de Armas, qu'on avait vu dans Blade Runner 2049 et Knives Out à couteau tiré, avec Daniel Craig d'ailleurs. C'est vrai. Donc une espèce de réunion pour les deux. Donc Ana de Armas, elle joue une agente de la CIA. Ce que je note d'intéressant dans ce film-là, en fait, c'est qu'il y a c'est pas la première scénariste femme, mais c'est la première depuis Joanna Harwood, qui avait travaillé sur les scénarios de Dr. No et From Russia With Love. Donc vraiment les deux premiers James Bond. Okay. Et c'est Phoebe Waller-Bridge, qui est connue pour sa série Fleabag. Oui, OK. Et ça, c'est vraiment l'insistance de Daniel Craig qui voulait une voix féminine parmi les scénaristes, donc pour étoffer beaucoup les personnages féminins et je pense travailler un peu son personnage aussi. Donc ça, je suis très curieux de voir, pas très curieux de voir, mais en fait, je trouve que c'est vraiment une touche intéressante. Ouais, c'est ça. Parce que il y a deux autres scénaristes, eux, qui ont travaillé sur tout l'arc de Craig, puis même des derniers avec Brosnan. Ouais, Neil Purvis et Robert Wade. Puis le réalisateur, je sais pas si tantôt tu allais l'aborder quand j'ai dévié le sujet sur Kari Joji Fukunaga, qui co-réalise et signe, co-scénarise et signe la réalisation. Ouais, donc lui, surtout connu pour sa série, en fait, la première saison de True Detective, qui était vraiment une excellente série policière. Qui mettait en vedette Woody Harrelson et Matthew McConaughey. Donc, il a comme même, je pense, redonné un second souffle à la carrière de ces deux comédiens-là, qui vaut vraiment la peine. Donc, baigne déjà dans l'atmosphère policière. Donc, vraiment, c'est un choix qui détonnait un peu parce qu'on passait quand même d'un réalisateur très établi en Sam Mendes. Et même qu'au tout début, c'était quand même Danny Boyle. Donc, on avait vraiment une autre équipe qui était en place. Danny Boyle et son scénariste de fétiche, John Hodge. Donc, eux ont travaillé depuis les années 90. Ils avaient fait, moi, 3 films que j'ai beaucoup aimés. Shallow Grave, Petit meurtre entre amis, les Trainspotting, évidemment, et The Beach, qui mettait en vedette Leonardo DiCaprio. Mais en cours de route, ils ont eu des différents, ce qui arrive souvent, là, des différents créatifs. On ne s'entend pas sur la direction à donner au film entre les producteurs et eux. Alors, ils ont quitté le navire avant de ramener Fukunaga, qui est le premier réalisateur américain, il faut le souligner, sur 50 ans de films et 25 films. C'est le premier réalisateur américain. Des fois, on oublie si c'est une production anglaise ou américaine là, au travers de ça. Et autre petite anecdote, parce que quand on parle évidemment de James Bond, il faut parler de la chanson thème qui fait partie de l'expérience et que ça aussi, des fois, polarise les fans parce qu'elles ne sont pas toujours bonnes, il faut le mentionner. Mais depuis quelques productions, écoute, il y a eu deux Oscars de suite quand même, avec Adele pour Skyfall et Sam Smith aussi pour... Mais Sam Smith, moi, ça m'a pas, là. C'est pas un artiste que j'affectionne particulièrement. Puis je trouve que cette chanson-là est comme lirée, lente et ça vient jamais, là. C'est pas la meilleure, mais quand même drôle qu'elle ait gagné un Oscar. Mais là, c'est Billie Eilish, la jeune sensation, qui a enregistré la chanson thème, qui, moi, je trouve très bonne, je dois avouer. Moi, j'aime bien aussi. Qui roule depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. À chaque fois que le film est à 4-5 mois de sortir, on le ressort dans les radios et tout, fait que... moi, je mets un petit 2. Je pense qu'elle devrait gagner un 3e Oscar de suite pour la meilleure chanson originale. Et, il y a tellement de films de comédie musicale en nomination. Peut-être que la compétition va être féroce. Oui, la compétition va être féroce, mais je pense que Billie Eilish est comme adorée du milieu. On s'en reparlera dans le temps des Oscars, mais il y a sûrement Lin-Manuel Miranda qui va avoir 3-4 nominations pour tout ce qu'il fait. Et à noter qu'elle n'avait que 18 ans au moment d'avoir enregistré la chanson, ce qui fait la plus jeune des artistes à avoir chanté une chanson thème de James Bond. Écoute, à 18 ans, imagine-toi donc, t'enregistres une chanson de James Bond. C'est complètement fou. Ouais, ça fait pas. Écoute, c'est malade. Donc, pour les fans de James Bond, vous ne serez pas déçus. No Time to Die clôt très bien l'ère Daniel Craig qui se termine. On va voir dans la prochaine année ou 2, j'ai l'impression qu'on va annoncer qui le remplacera. On parle déjà d'un
le gros nom qui circule, là, c'est Roger Jean Page, qui, je ne sais pas si je le prononce correctement, comédien britannique noir. Qui est dans Bridgerton, ouais, qui c'est parce que chaviré beaucoup de cœurs et de demoiselles. Ce qui est arrivé aussi, c'est quand le premier contrat de Craig terminait là, après Spectre, mais donc même avant que Spectre sorte, on en parlait. Puis là, il y avait beaucoup Idris Elba dans les rumeurs. Ouais. Mais c'est sûr que là, on est déjà comme 8 ans plus tard. Fait que tous ces comédiens-là d'une quarantaine d'années, ben là, on les castrera plus parce que là, ils ont comme 50 ans. Fait qu'ils seraient déjà trop vieux pour le rôle. Fait que c'est sûr qu'il faut penser à, on va aller plus des jeunes de fin vingtaine, début trentaine à ce moment-là. Ouais, parce que comme on le mentionnait tantôt, le standard habituellement, c'est un contrat de 3 films plus une option pour un 4e. Donc, on le garde habituellement pour un 10 ans, 10-12 ans. Ouais, c'est 4 films, c'est quasiment 15 ans. Là. Donc, j'ai hâte de voir, ne serait-ce, d'abord, voyons, Mourir peut attendre, mais est-ce que vu qu'on a tellement créé un arc et une continuité dans les films, est-ce que quand on va recaster le personnage, on va encore faire une continuité ou on va dire non, on recommence puis on change tout M puis Q puis tout ce monde-là? Puis... Moi, j'ai l'impression qu'on va aller ailleurs. On va refaire le tout. Je dirais pas par respect, mais je pense juste pour les spectateurs, pour faire vraiment tracer une ligne entre les deux époques. C'est ça. Puis essayer aussi de gagner un nouveau bassin, sûrement. Oui, un nouveau public, effectivement. Toujours des raisons pécuniaires derrière la décision. La pression va être énorme sur le prochain comédien, ça c'est certain. Il y a Henry Cavill aussi qui fait partie des rumeurs depuis plusieurs années, l'interprète de Superman. Très baraqué, notre James Bond à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, qui était le deuxième choix derrière Craig, qui était finaliste, mais qui était trop jeune à l'époque. Il avait 22 ans quand même, donc les producteurs ont décidé d'aller vers un peu plus vieux. Craig était début trentaine. Je trouve ça drôle que tu dises finaliste. Il pourrait faire une télé-réalité pour choisir who's gonna be the next James Bond, puis avec des épreuves. Avec Amazon qui détiennent maintenant les droits sur la série, je pense que ça serait pas impossible qu'on voit quelque chose comme ça. Je sais pas si les Broccoli, justement, là, qui ont les droits depuis les premiers films, laisseraient ça aller. Là. T'as tout le temps, c'est ça, le mélange de c'est payant puis c'est intéressant ou ça va juste ruiner l'image. Ils sont très protecteurs des droits de James Bond. Et de l'image, tout à fait, très conservateur. Donc, No Time to Die, comme on le mentionne, 2h45, un peu comme Maria Chapdelaine, un long film. Alors avant, assurez-vous d'aller aux toilettes. C'est ça. Ben, en fait, préparez-vous parce que tout l'automne, là, des petites perles comme Bootlegger de 85 minutes, il n'y en aura pas beaucoup. Là. Les films à venir sont tous 2h30 en montant. Fait qu'on va entraîner nos vessies puis ouvrir notre imaginaire. Et en terminant... c'est ça. Il y a quand même... Il y a plusieurs autres sorties en rafale, dépendamment des cinémas et de où vous êtes au Québec. Peut-être avez-vous accès à ces titres. On a The Rescue, un documentaire du National Geographic sur le sauvetage de la jeune équipe de soccer qui était coincée dans une caverne inondée en Thaïlande à peu près en 2018. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire. Tout à fait, oui, c'était fou. Là. On avait entendu parler partout aux nouvelles. Fait que là, c'est vraiment un documentaire. Il y a des images jamais diffusées auparavant et tout. Fait que c'est super intéressant et on voit beaucoup une espèce de ralliement international pour sauver ces gens-là. Il y avait aussi un film de fiction indépendant là, en 2019 qui avait été fait sur le sujet et comme d'habitude, il y a les Américains qui veulent en faire un gros film. Alors c'est Ron Howard qui est en train de préparer, c'est ça, là, la grosse version hollywoodienne avec tout le pataclan. Mais là, ici, The Rescue, c'est vraiment le documentaire, mais il n'est disponible, je pense, qu'en version originale anglaise. On a aussi dans certains cinémas la comédie d'animation Les ours Booney, une vie sauvage. Alors, où des humains peuvent prendre l'apparence d'animaux à l'aide d'une technologie spéciale, alors pour une sortie familiale. Il y a le drame Soumission, assez intense avec justement Martin Dubreuil, quand on parle d'intensité, où là, c'est pas très jojo comme histoire. Un père qui prend en otage son propre enfant pour se venger de son ex. Là. Fait que c'est le genre d'histoire qu'on entend en nouvelles puis qui sont assez dramatiques. Fait que si vous avez les nerfs solides, ça peut être pour vous, Soumission. Il y a, et moi je dois t'avouer que c'est mon coup de cœur, même si je ne l'ai pas encore vu, là, c'est sûr que je vais voir ça en fin de semaine. Lamb des studios A24. Il ne sera pas distribué dans beaucoup de cinémas, je pense, pour l'instant, malheureusement. Mais si un jour vous avez l'occasion de le voir, on navigue entre l'horreur et le fantastique avec un enfant mi-humain, mi-agneau.
C'est un film islandais, bien que c'est la Suédoise Noomi Rapace des séries Millennium à l'époque, qui est dans le rôle titre. Alors, si vous avez un cinéma plus indépendant, plus audacieux là, dans l'horreur, là, on n'est pas dans le slasher comme les Halloween et autres. Mais tu le mentionnes, le studio A24, depuis quelques années, se sont positionnés dans ce créneau-là et ils le font vraiment bien. Ils sortent des petits bijoux c'est autant chaque année. Du drame ou des films d'horreur, des films indépendants. Il y en a tellement, mais... le Green Knight qu'il y a eu cet été. Green Knight. Midsommar, évidemment. Voilà, il y avait Lady Bird aussi, c'était de leur studio qui était beaucoup plus comique, mais un coming of age. On va vous en parler souvent. Moi, c'est vraiment un de mes coups de cœur, ce studio de New York-là. Ouais, vraiment des films intelligents. C'est ce qu'ils font. Ouais, absolument. Et finalement, certains cinémas ont droit aussi à la version restaurée de Crazy de Jean-Marc Vallée. Et je dois m'en confesser, je ne l'ai jamais vu. Bien que j'adore Marc-André Grondin, je sais que c'est pas mal le film qui l'a mis sur la map. Fait que je pense que je vais essayer de faire un saut. Quel anniversaire? Es-tu déjà dans le 15e? Non, dans le fond, c'est 2005. Fait que là, je sais pas s'ils avaient prévu le sortir 2020, mais c'est qu'ils ont restauré la copie. Il va être diffusé un peu au cinéma, puis après ça, il va être plus disponible en location numérique. Mais c'est donc l'occasion pour de revisiter ou visiter ce film qui avait été réalisé à l'époque par Jean-Marc Vallée, qui lui aussi, nous on le connaissait au Québec, mais à l'international, c'est ça qui l'a propulsé. Puis maintenant, il fait sa carrière pas mal aux États-Unis entre des séries télé et des films avec des grosses vedettes d'Hollywood. Sur ce, c'est ce qui conclut ce balado. Écoutez-nous la semaine prochaine. Nous vous parlerons entre autres de Les Oiseaux Ivres, qui a été annoncé cette semaine, sera le représentant canadien aux prochains Oscars. Est-ce que tu pensais que ça serait Maria Chapdelaine, peut-être? Ou... Non, je pense que c'était un peu trop classique comme facture. Habituellement, on aime quand même des films là, qui déstabilisent un peu ou qui amènent une certaine... vont se démarquer. Ouais, qui vont se démarquer un petit peu plus, bien que Maria Chapdelaine a ses qualités, mais... Je pense qu'on... Non, je trouve ça un très bon choix. J'ai très bien hâte de le voir, moi aussi. Les premières critiques sont déjà élogieuses sur le film. On vous en jase donc la semaine prochaine. Alors, si vous voulez nous contacter, soit parce que vous êtes d'accord ou en désaccord sur nos critiques ou pour nous jaser, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous au balado, au singulier, @monciné.ca. Et également, nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné. Il est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Alors, merci Patrick. Hey, merci à toi Jeff et bonne semaine. Bon cinéma à tous.